Alors que les combats se poursuivent dans le Donbass, le président Zelensky s'est rendu dimanche sur la ligne de front. Kiev a été touché par des frappes aériennes pour la première fois depuis plus d'un mois. La Normandie s'apprête à commémorer le 78e anniversaire du débarquement. Des cérémonies sans restrictions sanitaires après 2 années marquées par le Covid. Pour le 4e et ultime jour de son jubilé de platine, la reine Elisabeth II a salué une dernière fois le peuple pour célébrer ses 70 ans de règne. L'Espagnol Rafael Nadal a remporté son 14e titre à Roland-Garros en s'imposant facilement en finale face au Norvégien Casper Ruud. Remonter le moral de ses troupes et avoir une vue d'ensemble des opérations militaires. C'étaient les objectifs de Volodymyr Zelensky qui s'est rendu dimanche sur la ligne de front dans le Donbass. Le président ukrainien s'est entretenu avec des militaires mais aussi des familles et des déplacés internes, originaires notamment de Mariupol, la ville martyre presque entièrement détruite par l'armée russe. Dans la capitale Kiev, des tirs de missiles ont frappé tôt la ville dimanche matin, touchant principalement des infrastructures ferroviaires. Le Kremlin affirme toutefois avoir visé un dépôt de chars fourni par l'Europe. C'est la première fois que Kiev est frappé depuis le 28 avril, la Russie concentrant ses attaques sur le Donbass dans l'est du pays. Mais le président russe Vladimir Poutine a promis qu'il étendrait sa zone de frappe si l'Occident tient ses promesses d'envoyer des armes à longue portée à l'Ukraine. Malgré cet avertissement, la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle allait livrer à l'Ukraine une cargaison de lance-roquettes plus moderne que ceux utilisés actuellement par ses troupes. Dans le même temps, alors que Moscou continue de pilonner l'est de l'Ukraine, une frappe aérienne a touché la ville de Druzhkivka, détruisant des bâtiments et faisant au moins un mort. À Severodonetsk, l'armée ukrainienne assure avoir repris la moitié de la ville et progressé dans ce territoire clé du Donbass. Après de nouvelles fusillades mortelles samedi qui ont fait au moins 6 morts et des dizaines de blessés à Philadelphie et à Chattanooga, dans le Tennessee, les États-Unis font le constat d'une flambée de la violence par arme à feu. L'association Gun Violence Archive a compté plus d'une vingtaine de fusillades à travers le pays en 2 semaines, depuis le massacre d'enfants et de professeurs dans une école du Texas. Après l'appel du président Joe Biden à limiter la vente de fusils d'assaut, un groupe de parlementaires issus des 2 grands partis discute d'une série de mesures. La mission est compliquée car les républicains sont historiquement contre toute loi destinée à réguler les armes. D'après les chiffres de 2020, près de 400 millions d'armes à feu circulent aux États-Unis. C'est plus que le nombre d'habitants. Des vétérans, leurs familles et des touristes du monde entier sont de retour en Normandie pour commémorer le D-Day, après 2 années blanches en raison de la crise sanitaire. Des cérémonies pour rendre hommage aux quelques 160 000 soldats britanniques, américains, canadiens et d'autres nations qui ont débarqué sur ces plages le 6 juin 1944. Nous ne pouvons pas oublier ce qu'il s'est passé il y a 78 ans. Et on voit cela se produire à nouveau. Les gens doivent ouvrir les yeux. Je ne pense pas qu'ils soient réellement conscients par ce qu'il se passe en Ukraine. Nous sommes là pour montrer notre respect, pour donner à nos petits-enfants une idée de ce qu'était la Seconde Guerre mondiale, les paysages, les endroits où ils ont débarqué, et le nombre de personnes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de tous. Le bilan humain du débarquement puis de la bataille de Normandie apparaît aujourd'hui encore comme exorbitant. Alliés, allemands et civils, au total près de 140 000 personnes sont décédées. L'année 1944 a été l'une des plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. C'est la plus belle manière de clore ce jubilé de platine. Devant une foule immense, la reine Elisabeth II a fait une dernière apparition au balcon pour célébrer les 70 ans de son règne. Entourée des autres membres de sa famille, la monarque de 96 ans est rapidement retournée dans le palais. Bien qu'elle était absente de la plupart des événements ces derniers jours en raison de sa santé fragile, les Britanniques ont montré à quel point ils tenaient à leur reine. Ils étaient des milliers à se masser dans les rues de Londres pour la parade qui a mis un point final à 4 jours de célébration. Un spectacle entre tradition militaire et culture populaire.
Plus tôt dans la journée, tous les citoyens étaient invités à organiser un big lunch pour souder les liens avec leur communauté. Des pique-niques immenses auxquels certains membres de la famille royale ont assisté. Comme le prince Edward, ici au château de Windsor, ou encore le prince Charles et sa femme, duchesse de Cornouailles, sur le terrain de cricket de Londres. L'héritier de la couronne aura largement représenté sa mère pendant ces 4 jours, en attendant de devenir roi à son tour. Le Kazakhstan en passe de clore l'ère de l'ex-président Nursultan Nazarbayev. C'est ce que semblent indiquer les premiers sondages de sortie des urnes réalisés après le référendum constitutionnel ce dimanche. L'ancien dirigeant aux commandes pendant 30 ans devrait surtout perdre son titre de chef de la nation, un statut qui lui confère une très grande autorité. Mais son pouvoir a été ébranlé lors de récentes émeutes meurtrières en janvier. C'est une nouvelle étape dans la conquête spatiale de la Chine. 3 astronautes, dont une femme, ont rejoint ce dimanche le Palais Céleste, la station que Pékin construit en orbite et qui devrait être pleinement opérationnelle d'ici la fin de l'année. La Chine, qui a envoyé son premier astronaute dans l'espace en 2003, investit depuis plusieurs années des milliards de dollars dans son programme spatial. L'Ukraine ne sera pas présente à la prochaine Coupe du monde de football. Elle a été battue par le Pays de Galles lors du match de qualification à Cardiff. 1-0, avec un but de la tête contre son camp d'Andrei Yarmolenko. L'enjeu était très symbolique pour l'Ukraine, alors que le pays subit l'assaut de l'armée russe depuis plus de 3 mois. Kiev ne bénéficiera pas de l'exposition médiatique liée à la compétition. Le Pays de Galles ouvrira la Coupe du monde au Qatar le 21 novembre prochain avec un match contre les États-Unis. C'est sa première qualification en 64 ans. Il reste encore 2 matchs éliminatoires pour connaître tous les participants. Une image qui en rappelle tant d'autres, celle de Rafael Nadal embrassant la Coupe des Mousquetaires. L'Espagnol a remporté ce dimanche son 14e titre à Roland-Garros en s'imposant facilement en finale face au 8e joueur mondial, le Norvégien Casper Ruud. Rafael Nadal, qui ne s'est jamais incliné en finale de Roland-Garros, remporte ainsi son 22e titre du Grand Chelem. Victime de douleurs au pied, il a reconnu avoir subi chaque jour des infiltrations pour endormir le nerf et ainsi être en mesure de disputer tout le tournoi. À 36 ans, il a peut-être disputé l'un de ses derniers Roland-Garros. Plus tôt dans la journée, la finale du double femme a été remportée par les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic. Déjà victorieuses en 2016, elles ont battu en finale les Américaines Jessica Pegula et Coco Gauff. Cézanne dans les rues, Cézanne dans les couleurs des maisons et des pierres, et Cézanne dans la lumière. À Aix-en-Provence, les touristes viennent pour se plonger dans l'œuvre du grand peintre français. La ville est un lieu de pèlerinage pour les amateurs du peintre, viscéralement attachés à la Provence. Pour le tourisme, Cézanne est l'ADN d'Aix-en-Provence, car il est la plus célèbre personnalité de la ville, celle qui l'a faite briller dans le monde entier. Depuis son époque, les gens viennent ici pour découvrir les endroits où il travaillait, où il peignait, où il a vécu, où il est mort. Les œuvres de l'artiste ont rejoint les plus grands musées du monde, Philadelphie, Londres, Paris. Aix expose encore certaines de ses peintures emblématiques, comme cette vue du Jas de Bouffan. Et ce tableau, il est très symbolique parce qu'il représente une période intermédiaire, une période entre les 2 grands moments de sa vie, c'est-à-dire l'expérience impressionniste de 1870 à 1880 et la période de maturité, cette période de maturité qui en fait le père de l'art moderne, comme Matisse ou Picasso ont pu le dire. Entre l'impressionnisme et le cubisme, Cézanne représente une rupture dans l'histoire de la peinture que ses contemporains n'ont pas toujours su apprécier. Alors qu'aujourd'hui, ses admirateurs s'imprègnent de son esprit en visitant son atelier où il a travaillé jusqu'à sa mort. Ils se promènent aussi dans les sites qui l'ont inspiré autour d'Aix, avec toujours une vue sur la mythique montagne Sainte-Victoire.